Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Tous les vendredis, je reçois sur mon plateau des spécialistes de santé et nous abordons ici même des questions liées à la santé. Alors aujourd'hui, nous achevons un thème que nous avons commencé la semaine dernière en compagnie d'un gynécologue et d'un psychologue. Il s'agit du cancer du sein, du dépistage à la prise en charge. Et le second sujet sera l'hymen est-il le symbole de la virginité? Merci de rester avec nous. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Vous êtes sur Business 24 Africa. Et je dis là bonjour à mes spécialistes. Bonjour Irène. Il s'agit du docteur Yolande Assemien qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédier de Blocos. Et de monsieur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Alors docteur, aujourd'hui on a deux sujets à aborder ici sur ce plateau. On avait commencé un terme la semaine dernière, le cancer du sein, du dépistage à la prise en charge, et nous l'achèverons avec le docteur Yolande Assemien. Et le second sujet après la pause sera l'hymen est-il le symbole de la virginité? Alors docteur, je voudrais déjà qu'on rappelle, la semaine dernière on a parlé du cancer du sein, du dépistage à la prise en charge, qu'on rappelle un peu. Merci Irène. La semaine passée, nous avons parlé du cancer du sein. Nous avons vu ce que c'était que le cancer du sein, c'est-à-dire c'est une prolifération des cellules anormales au niveau de la glande mammaire et ces cellules se multiplient de façon incontrôlée. Voilà. Et nous avons aussi parlé des méthodes de dépistage, les différentes méthodes de dépistage qu'on pouvait avoir, à savoir l'auto-examen des seins avec l'autopalpation. Il y a aussi l'examen clinique chez un personnel de santé. Et ensuite, il y a la mammographie. Voilà. Nous avons essayé nous avons vu aussi quel était le profil des personnes qui devaient se faire dépister, l'âge à partir duquel il fallait se faire dépister. On avait dit 25 ans. Oui, à partir de 25 ans, voilà, et à partir de 40 ans pour la mammographie. Voilà. Et nous avons parlé aussi de la prise en charge. La prise en charge psychologique et puis la prise en charge un peu sociale, clinique. Ok. Alors aujourd'hui, on va achever ce thème qui est le cancer du sein, du dépistage à la prise en charge. Et je suis avec le docteur Yolande Assemien qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédier de Blocos. Docteur, je voudrais aujourd'hui on va voir les facteurs de risque et les différents traitements. Quels sont les facteurs de risque, docteur? Quand on parle de facteurs de risque du cancer du sein, c'est-à-dire le cancer du sein est une maladie qui n'a pas une cause précise. C'est un ensemble de plusieurs facteurs qui engendrent l'anomalie au niveau cellulaire. Et donc les facteurs de risque sont multiples et variés. On a des facteurs de risque. Le premier facteur de risque dont on peut parler, c'est d'abord le sexe. Au niveau du sexe, on se rend compte que le cancer du sein est plus fréquemment rencontré chez les personnes de sexe féminin que chez les personnes de sexe masculin. Oui, il faut préciser que les hommes peuvent avoir le cancer du sein, mais ils ne sont pas nombreux. Moins de 1%. Moins de 1% voilà. Population. Voilà. Et après le sexe, il y a aussi l'âge. Il faut signaler que le cancer du sein est un cancer des personnes après 50 ans. Mais il y en a ménopausées, pas forcément ménopausées, mais généralement c'est un cancer de l'âge un peu adulte. On le rencontre le plus souvent après 50 ans. Mais il y a des cancers du sein qui surviennent aussi chez les jeunes. Oui. Chez les jeunes. Donc avant 35 ans. Donc, il y a l'âge aussi qui est un facteur de risque. Mais généralement, le risque augmente avec l'âge. Avec l'âge, voilà. Et après l'âge aussi, il y a ce qu'on appelle les cancers du sein génétiques. Oui.
Voilà, il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que héréditaire. Il y a un gène qu'on rencontre dans certaines familles, c'est le gène BRCA1 et le BRCA2. Et ce gène, quand il est présent, les personnes ont plus de chances de pouvoir développer un cancer du sein. Voilà. Et après ces facteurs-là, il y a aussi ce qu'on appelle le climat hyperestrogénique. C'est-à-dire que la femme sécrète des hormones, estrogène, progestérone. Et quand il y a une hypersécrétion d'estrogène, c'est un facteur de risque. Quand on dit hypersécrétion, docteur, nous ne sommes pas forcément nos téléspectateurs, je parle pour eux, dans le corps médical. Quand on dit hypersécrétion, c'est-à-dire qu'il y a un débordement de sécrétion, c'est ça? Oui, c'est-à-dire il y a un taux normal qu'on doit avoir. Mais quand ce taux est élevé, voilà, élevé, donc on appelle ça une hypersécrétion augmentée par rapport aux valeurs normales, voilà, et c'est assez continu sur une longue période, c'est un facteur favorisant. Et les cas d'hypersécrétion estrogénique qu'on peut avoir, c'est surtout les jeunes filles, celles qui ont une puberté précoce. C'est-à-dire lorsqu'on a une puberté avant 12 ans, on a une ménopause tardive. C'est-à-dire quand les menstrues viennent avant 12 ans. Et ensuite on a la ménopause tardive. Voilà. Et on a les grossesses aussi tardives. Ah bon? Oui, les grossesses tardives. Donc ce qui est conseillé, c'est d'être dans la puberté, d'avoir les premiers menstrues après 12 ans. Après 12 ans, voilà. Parce qu'avant 12 ans, on commence déjà à sécréter des oestrogènes. Et jusqu'à la ménopause, on aura tout ce temps, tout ce cycle-là. Tout ce cycle. Donc la période durant laquelle on sera exposé va augmenter. Donc, étant donné que le climat hyperestrogénique est un facteur de risque, donc il y a un risque majeur de pouvoir développer ce cancer-là. Donc, la grossesse tardive, généralement on parle de grossesse tardive lorsque la grossesse se vient après 35 ans. Voilà. Et donc, c'est cette première grossesse après 35 ans, puis on suppose que la femme a eu des menstrues tous les mois, les sécrétions des oestrogènes. Et donc, c'est un facteur de risque aussi. Ensuite, il y a un autre facteur de risque, climat hyperestrogénique, c'est la prise de contraceptifs oraux, de pilules, pendant plus de 10 ans. Ah, ok. Oui, la pilule pendant plus de 10 ans aussi, parce que dans la pilule, surtout les contraceptifs oraux, il y a l'estrogène et la progestérone. Donc, généralement, quand c'est comme ça, l'exposition étant longue, c'est un facteur de risque du cancer. Donc, on ne doit pas prendre les pilules sur une longue période, au fait. Une longue période, voilà. Mais quand on prend, c'est juste, vraiment, la pilule, c'est fait pour une espacement de naissance. L'espacement de naissance, c'est tous les 2 ans, 2-3 ans. Donc, on peut prendre la pilule par rapport à ça, arrêter, avoir une grossesse, après la prochaine grossesse, on se remet sous pilule. Les jeunes filles de maintenant ne le prennent pas dans cette optique. Oui, docteur, on continue avec les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Et donc, voilà. Ensuite, il y a des facteurs de risque aussi, que je peux dire environnementaux, qui sont plus ou moins contrôlables, tels la consommation d'alcool, le stress, a parlé la semaine dernière. Le tabac, voilà, le surpoids, l'obésité, voilà. Et puis, la consommation d'aliments qui sont riches en acides gras. Voilà, ça aussi, c'est un facteur de risque. Très bien. Docteur, moi j'ai une question que je voulais poser la semaine dernière. Quand on a fini l'émission, je dis, docteur, on va achever l'émission la semaine prochaine et je dois la poser coûte que coûte cette question. Et lorsqu'on préparait cette émission, je ne vais pas vous faire toutes les confidences, mais je me fais le porte-voix de toutes les téléspectatrices de Business 24, docteur, moi je vais la poser. On voit sur les réseaux sociaux que lorsqu'on se fait sucer le sein, ça aide à ne pas développer le cancer du sein. On est moins exposé au cancer du sein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On aura la réponse peut-être à la fin du développement que je vais faire. Ok, donc on continue. Donc là, on va parler maintenant peut-être des différents traitements, si vous voulez. Non, les facteurs, ok. Ça fait partie, c'est un facteur de risque. Ok. Voilà. Un autre facteur de risque, en fait, c'est pas un facteur de risque, mais c'est un facteur de protection du cancer du sein, c'est l'allaitement. Ah, on en vient. J'étais un peu plus pressée que le docteur. Voilà. On en vient. L'allaitement, oui. Donc, il y a des facteurs de protection, tels que l'allaitement est un facteur de protection. Et la succion des seins aussi est un facteur de protection. Donc, il y a le Fonds mondial de recherche sur les cancers, justement, qui préconise ces deux attitudes. Voilà. Donc, ce sont des attitudes de prévention. Voilà. De prévention, ce sont des attitudes de prévention. Voilà. L'allaitement maternel, l'allaitement prolongé, et puis la succion des seins. Par son partenaire.
pas forcément par son partenaire. Par soi-même, est-ce qu'on peut sucer ses seins soi-même? Bon, il y a plusieurs volets à ce niveau-là. Okay. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre pourquoi ces mécanismes-là sont des facteurs de protection. Ok, donc pourquoi, docteur? Pourquoi ces mécanismes sont des facteurs de protection? Parce que l'allaitement et puis la scission permettent il y a une sécrétion d'hormones qui s'appelle la prolactine. Et cette sécrétion d'hormones permet le développement des cellules mammaires. Donc, ça permet à ce que les cellules mammaires arrivent à maturité. Et une fois que ces cellules arrivent à maturité, elles deviennent vraiment un élément protecteur contre la survenue d'un cancer du sein. Ah bon? Voilà. Et donc, il faut allaiter pendant longtemps son enfant. Jusqu'à combien de temps? Pour une personne qui a des enfants, qui fait des enfants, il faut allaiter. Comme c'est un moyen de prévention, on conseille généralement d'allaiter jusqu'à combien de temps? L'allaitement, c'est un allaitement strict, maternel strict, jusqu'à 6 mois. Voilà. Allaitement maternel strict, l'allaitement va jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 6 mois, c'est rien que ça, rien que le lait maternel. Et à partir de 6 mois, on introduit d'autres aliments. Mais malgré l'introduction d'aliments, il faut prolonger l'allaitement jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Et quand c'est un homme, c'est un enfant garçon, nos mamans ont l'habitude de dire que les enfants garçons ne lâchent pas vite le sein. Donc, il faut s'attendre à 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Oui, mais si on peut aller plus loin, voilà. 4 ans même. Mettons qu'on peut. C'est un facteur de protection. Mais 2 ans, c'est bon. C'est 2 ans, c'est ce qui est préconisé par l'OMS. Voilà, nous sommes dans les moyens de prévention du cancer du sein. Et là, le docteur est en train de nous dire que l'allaitement est un bon moyen de prévention. Mais pour le cas où on est une femme qui n'a pas encore fait d'enfant ou qui ne souhaite pas faire d'enfant ou qui est stérile, comment prévenir le cancer du sein à partir de... Bon, ça, c'est juste un facteur, mais il y a d'autres facteurs. Donc, ce facteur-là, c'est un facteur de risque. Mais ce n'est pas forcément dire que c'est ce qui va entraîner un cancer du sein, mais la femme est en mesure de développer un cancer du sein. C'est un facteur de risque. Donc, mais il y a d'autres facteurs de risque aussi. Ok. Et là, je posais la question avant même qu'on entame les questions de prévention, où on parle de se sucer le sein. Ça, c'est l'allaitement. Est-ce que c'est conseillé de se faire sucer les seins en dehors de... Quand on n'a pas d'enfant, je reviens sur la question, quand on n'a pas d'enfant, comment ça se fait? Bon, l'OMS préconise, le Fonds mondial de lutte contre le cancer préconise la succion des seins, soit par le partenaire ou alors l'allaitement. Donc, c'est-à-dire que les hommes peuvent sucer les seins de leur partenaire, voilà, pour justement induire cette sécrétion de prolactine, induire ce facteur favorisant la maturation des cellules mammaires. Ok, docteur. Et lorsqu'on préparait l'émission, vous m'aviez dit aussi que quand le sein a subi une pression, voilà, une pression au niveau, quand on subit une pression, ça aide aussi à raffermir le sein et ça permet d'éviter aussi, c'est un facteur de prévention. Je sais que le docteur est assez entre griffes pudique, mais bon, je vais forcer. Donc, je voudrais qu'on explique un peu cet aspect des choses. En fait, c'est une étude américaine qui a prouvé que, bon, le massage vigoureux des seins permet de lutter contre la survenue aussi du cancer. De ce fait qu'en massant vigoureusement le sein, c'est-à-dire qu'il y a des cellules au niveau du développement du sein, il y a plusieurs stades. Dès le départ, au premier stade de développement des cellules mammaires, il peut y avoir des cellules qui se développent normalement et d'autres qui se développent anormalement. Et ce sont ces cellules anormales-là qui plus tard peuvent devenir cancéreuses. Donc le fait de pratiquer un massage vigoureux des seins, cette pression physique permet aux cellules anormales, aux tissus anormaux de pouvoir avoir un développement normal. Voilà. Donc ces tissus qui potentiellement étaient anormaux, avec la pression vigoureuse, vont retrouver le chemin du développement normal. Donc voilà, c'est en ce sens que pour cette étude, ces Américaines ont préconisé un massage vigoureux des seins. Très bien. Le docteur précise, pas n'importe quel massage, un massage vigoureux des seins. Alors docteur, on va continuer. Si on a fini avec les facteurs de risque, on va maintenant parler des différents traitements qui peuvent exister. Bon, les différents traitements qui peuvent exister au niveau du cancer du sein, d'abord, on avait parlé la dernière fois de la chirurgie. Ça peut être une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire au niveau du sein, on peut enlever juste la tumeur. Là, généralement, c'est quand c'est un stade précoce, on enlève juste la tumeur avec les tissus environnants. Donc, et on conserve un peu l'aspect du sein. Voilà, la chirurgie conservatrice. En dehors après cette chirurgie conservatrice, il y a ce qu'on appelle aussi la mastectomie ou l'ablation totale du sein.
Donc, on enlève entièrement le sein avec toute la glande. Et il y a aussi la chirurgie des ganglions. Parce qu'il faut dire que la propagation des cellules cancéreuses se fait par des relais ganglionnaires. Donc, il faut aller faire les curages ganglionnaires au niveau des aisselles, au niveau susclaviculaire, tout ça. Donc, ça aussi, ça fait partie de la chirurgie. En dehors de la chirurgie, on a la chimiothérapie. La chimiothérapie qui est l'élément, le traitement majeur des cancers du sein avancés ou alors métastatiques. Voilà. Donc, du coup, on peut faire aussi cette chimiothérapie après la chirurgie ou avant la chirurgie. Généralement, quand c'est un cancer avancé, on fait la chimiothérapie première pour pouvoir essayer de réduire un peu, condenser un peu la tumeur et permettre les érèses. Donc, après cette chimiothérapie, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie. Dieu merci, actuellement en Côte d'Ivoire, on a un centre de radiothérapie. Voilà, au CHU de Cocody. Très bien. Voilà. Qui était un établissement public. Public, oui. Un établissement public. Donc, avant, il fallait aller au Maroc, dans les pays étrangers, Maroc, Tunisie, Ghana. Maintenant, c'est facile. Maintenant, on peut faire la radiothérapie en Côte d'Ivoire. Donc, ça aussi, c'est un traitement. La radiothérapie, ce sont des zones de radiation qu'on envoie à travers de l'extérieur qui vont aller toucher le tissu cancéreux et puis même le tissu environnant pour essayer de réduire un peu la propagation des cellules. Très bien, docteur. Là, on a fait le tour Ensuite, de tous les traitements qui peuvent exister. Et puis, bon, il faut dire que le cancer du sein, j'ai parlé du climat hyperestrogénique. Les estrogènes, ce sont des hormones. Donc voilà, donc au niveau des cellules tumorales, au niveau du cancer, il y a ce qu'on appelle des récepteurs hormonaux. Donc souvent, quand les cellules cancéreuses présentent des récepteurs hormonaux, on peut faire ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Voilà, c'est un traitement hormonal qu'on donne. Donc quand il y a la présence de ces cellules-là, on fait l'hormonothérapie. Ensuite, il y a des traitements un peu plus spécialisés qu'on appelle des thérapies ciblées qui vont aller toucher certains gènes précis au niveau... Et il y a les immunosuppresseurs aussi, l'immunothérapie aussi, qu'on peut faire en matière de cancer du sein. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, j'étais là avec le docteur Yolande Assemien, qui est gynécologue obstétricienne, et avec elle, nous avons achevé le thème sur le cancer du sein que nous avions entamé la semaine dernière en faveur du mois d'octobre rose. Il fallait qu'on le termine aujourd'hui. Et donc, c'était du dépistage à la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons parlé plus des facteurs de risque et des différents traitements qui existent. Je vous retrouve juste après cette petite pause pour la suite de cette émission, toujours avec le docteur Yolande Assemien et Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Santé. Alors, tous les vendredis, nous recevons sur ce plateau des spécialistes de la santé pour parler des thèmes de santé. Aujourd'hui, sur mon plateau, j'ai le docteur Yolande Assemien qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konan-Bédier de Blocos. Et j'ai monsieur Jean-Paul Kwame qui est lui sexologue clinicien. Et avec le docteur Yolande, nous avons achevé le thème sur le cancer du sein, du dépistage à la prise en charge. Et le deuxième sujet de notre émission aujourd'hui est l'hymen. L'hymen est-il le symbole de la virginité? Pour en parler, nous avons le sexologue Jean-Paul Kwame et le docteur Yolande Assemien qui est gynécologue pourra aussi intervenir. Alors docteur, rebonjour. Oui. Bonjour Irène. Alors je voudrais directement aller sans tabou, sans les à côté. Qu'est-ce que l'hymen? Eh bien, l'hymen, c'est une fine membrane en forme de corolle. C'est quoi une corolle? C'est l'ensemble des pétales d'une fleur. Donc, lorsqu'on regarde l'hymen, l'hymen a un design qui ressemble aux pétales d'une fleur. Donc, l'ensemble des pétales d'une fleur est appelé corolle. Et donc, elle est située entre la vulve et la cavité vaginale. La cavité vaginale, c'est le trou. Voilà. Le trou. Quel trou? Le trou du vagin. Ah, ok. Voilà. Et là, je parle terre à terre pour que tout le monde
puissent me comprendre. Et donc, il faut rappeler, il faut préciser que cette partie de l'anatomie de la femme n'a aucune fonction particulière. L'hymen. L'hymen n'a aucune fonction particulière. Et il existe plusieurs types d'hymen. Ok, docteur. Monsieur Jean-Paul Kwame, le sexologue, notre sexologue a parlé de la vulve. Je voudrais savoir, la vulve, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la vulve fait partie des organes génitaux externes de la femme. Voilà. Il y a les organes génitaux externes et les organes génitaux internes. Donc la vulve, c'est ce qui est à l'extérieur. Tout ce qu'on voit à l'extérieur. Oui, je voudrais qu'on les décrive. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? À l'extérieur, il y a ce qu'on appelle les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres. Il y a le clitoris, il y a l'orifice urétral et il y a l'orifice vaginal. Ok, l'orifice urétral, c'est de là où sort l'urine. Oui, où sort l'urine. Et l'orifice vaginal, c'est quoi? L'orifice vaginal, c'est l'entrée du vagin, la cavité vaginale. Voilà. Ok. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes ici avec deux spécialistes depuis le début de cette émission. Il s'agit de Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien, et du docteur Yolande Assemien, qui est gynécologue obstétricienne. Et là, nous abordons le deuxième thème de notre émission. Il s'agit de l'hymen en tant que le hymen. Est-ce que l'hymen est le symbole de la virginité? Alors, docteur, je voudrais savoir, docteur Jean-Paul Kwame, je voudrais savoir combien de types d'hymen existent-ils? Il existe, nous avons enregistré 5 types. Le plus courant, qu'on retrouve chez la plupart des femmes, je dirais 75%, s'appelle l'hymen annulaire. Donc l'hymen annulaire se présente un peu comme ça, il est ovale. Vous voyez le dessin que j'ai fait qui représente l'ensemble des pétales d'une fleur. Donc une corolle qui ressemble légèrement à une corolle. Et là, au milieu, il y a une ouverture. Il y a une ouverture au milieu qui laisse passer le sang des règles. Je l'ai représenté en rouge. En rose, hein? En rouge ou en rose, okay. C'est à vous qui le voyez. Moi, je vois le rose. D'accord. Okay. Donc, nous avons ensuite l'hymen labié, qui a une fente. C'est souvent souvent une fente. Voilà, donc c'est tout petit, soit horizontal, soit vertical. Voilà. Nous avons l'hymen criblé ou cribliforme. Voilà. Ça veut dire quoi? Criblé ou cribliforme, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a perforé avec qu'une pointe. Et donc, lui aussi, il laisse passer le sang des règles. Okay. Voilà. Nous avons ensuite l'hymen semi-lunaire, c'est-à-dire l'ouverture que vous voyez ici laisse passer le sang des règles aussi, du côté d'une jambe, soit à gauche, soit à droite, souvent aussi des deux côtés. Voilà. Et donc, il y a un autre qui est très rare, qui est l'hymen obstruant, qui bouge carrément. Là, vous n'avez pas la photo de... Non, je n'ai pas. il bouge carrément la cavité vaginale. Il ne laisse pas passer le sang des règles. Et pour ça, on a besoin des gynécologues pour une petite opération. Pour laisser passer le sang des règles. Dans la présentation des différents types d'hymen, le sexologue a dit, il y a un thème qui revenait de manière récurrente, laisser passer le sang. Docteur, je voudrais savoir, l'hymen, le rôle principal de l'hymen, c'est quoi? Laisser passer le sang? En fait, comme il a dit tout à l'heure, l'hymen n'a pas un rôle particulier au niveau des organes génitaux. C'est juste une membrane qui est présente. Mais le problème, la membrane est présente, il y a l'orifice vaginal, l'hymen ferme un peu l'orifice vaginal avec un petit pertuis. Et donc, c'est à travers ce pertuis-là que le sang des règles et les sécrétions vaginales s'extériorisent. Ok. Je rappelle que notre deuxième sujet est l'hymen est-il le symbole de la virginité? Et là, ça m'emmène à demander cette autre question, docteur. Si l'hymen c'est pas douloureux quand il y a déchirure de l'hymen, pourquoi certaines personnes ressentent des douleurs? Il faut savoir que tout dépend aussi de la douceur du partenaire. Tout dépend de l'importance aussi du zizi, car il est important de le rappeler, le zizi, la forme des zizi part
Du sexe, vous voulez dire? Du sexe masculin. Ok. Du pénis, si vous voulez que j'emploie les vrais mots. Voilà. Les formes des pénis vont de la forme, de la taille d'un gombo frais à la taille d'un concombre. Voilà, donc tout va dépendre. Si à votre premier rapport sexuel déjà, vous devez normalement tomber sur quelqu'un qui est moins membré, vous avez en face de vous quelqu'un qui est très calibré, c'est clair que vous aurez très très mal. Sinon, normalement, l'hymen ne se déchire pas forcément avec douleur. Voilà, et donc tout dépend de la douceur du partenaire et aussi de l'importance du zizi, du pénis. Ok. L'hymen peut... docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais rappeler le caractère de l'hymen aussi. Il y a le problème de l'élasticité de l'hymen. Voilà. Donc, ça rentre dans ce cas de la douleur. Plus ou moins douloureux en fonction, comme il a dit, du calibre des membres du partenaire et de l'élasticité de l'hymen. Est-ce que l'hymen peut se rompre autrement que par les rapports sexuels? Oui, bien sûr. Nous avons enregistré dans les rares cas des fillettes qui s'adonnent beaucoup au sport à vélo, à la gym. Par exemple, ce sont des... Pour monter à cheval même. À cheval, voilà. Les sports d'équitation. Et donc, ce sont des sports qui vont finalement rompre l'hymen. Voilà. Mais c'est dans des cas rares. C'est dans les cas rares. Et comme le docteur l'a dit, il y a l'hymen de complaisance qui, lui, si vous l'avez, vous pouvez faire tout ça, mais le garder. Et finalement, c'est une chirurgie qui va vous aider à vous débarrasser de cet hymen-là. Et là, j'en viens maintenant, je vous la pose la question à tous les deux. Est-ce que, ça c'est la question centrale de notre thème, est-ce que l'hymen est le symbole de la virginité? Quand on sait que l'hymen peut se rompre quand on monte peut-être à cheval, quand on fait du vélo, est-ce que l'hymen est le symbole de la virginité? Oui. L'hymen, pas du tout. L'hymen aujourd'hui n'est pas... Si avant c'était considéré comme le symbole de la virginité, aujourd'hui c'est une insulte de dire que l'hymen est le symbole de la virginité. Parce qu'il y a des bébés qui naissent sans hymen, il y a des bébés qui naissent déjà déflorés, il y a des personnes, des jeunes filles qui ont leur premier, deuxième, troisième rapport sexuel et qui ne voient pas leur hymen rompu parce qu'elles possèdent un hymen qu'on appelle, le docteur l'a dit, l'hymen de complaisance qui se dilate pendant le rapport sexuel mais qui ne se rompt pas. Donc même quand on a le rapport sexuel et que l'hymen, c'est-à-dire quand je dis rapport sexuel, pénétration vaginale, et que l'hymen ne s'est pas rompu, on n'est pas vierge. On a forcément perdu la virginité. Voilà. L'hymen peut être présent, mais il n'y a plus de virginité. Ok. Il n'y a plus de virginité. Et donc, il y a aussi des personnes, il y a des jeunes filles qui effectivement possèdent des hymens, mais qui sont moins riches en vaisseaux sanguins. Et donc, le gynécologue va effectivement constater qu'il y a hymen, mais lors du premier rapport sexuel, elle ne va pas saigner. Et là, peut-être, on va dire qu'elle a menti. Il y a d'autres jeunes filles qui ont fait la vie, qui ont eu plusieurs rapports sexuels, mais qui finalement vont aller faire une chirurgie plastique pour se reconstituer l'hymen. Donc dire que l'hymen est le symbole de la virginité, c'est ahurissant. Ça ne doit plus se dire. Ok. On comprend là, docteur, que l'hymen n'est pas le symbole de la virginité. Il y a des cas où on assiste à une déchirure de l'hymen et on n'est pas vierge. Il y a des cas où on n'assiste pas à la déchirure de l'hymen et on est toujours... je dis bien les choses. Hein. Oui. Voilà, donc l'hymen n'est pas le symbole de la virginité. Vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Paul Kwame, de ce que des personnes vont se faire reconstituer l'hymen. Si l'hymen n'est pas le symbole de la virginité, ça je viens au docteur Assemien, si l'hymen n'est pas le symbole de la virginité, qu'est-ce que ça procure dans la sexualité au point où certaines jeunes dames aillent se faire reconstituer l'hymen? En fait, c'est par rapport à certaines traditions dans lesquelles l'hymen est une jeune fille qui est vierge est comme un honneur pour sa famille. Donc du coup, lorsqu'elle arrive au mariage,
sans son hymen et ayant perdu sa virginité, c'est comme un déshonneur pour la famille. Donc du coup, de par cette pratique, voilà, donc l'hymen acquiert son importance. Voilà. Mais l'hymen, comme on vient de le dire, n'est pas symbole de virginité, parce qu'il y a des personnes qui peuvent naître sans hymen. Voilà. Et comme il y a des personnes qui peuvent avoir des rapports sexuels, s'ils ont un hymen complaisant, qui va se dilater sans se rompre. Sans se rompre. Voilà. Donc il sera présent alors qu'elles sont pas vierges. Défleuries. Voilà, donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pour répondre carrément à votre question, c'est que cet aspect de virginité par la présence de l'hymen est proscrit maintenant par l'OMS. Voilà. Donc selon l'OMS, on ne doit plus rechercher l'hymen pour être sûr que la jeune fille ou bien la femme qu'on a devant nous est vierge. Donc l'OMS condamne cette pratique-là et c'est vrai que c'est effectif dans certains pays, mais c'est vraiment proscrit. Et ça, c'est récemment, depuis le début du mois d'octobre, que l'OMS a commencé à lancer une campagne contre les tests de virginité. Une campagne contre les tests de virginité. Donc, tout personnel médical, tout gynécologue, tout... Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Si l'hymen n'est pas la référence pour montrer qu'une jeune fille est vierge, qu'est-ce qu'on a pour prouver qu'on est vierge ou pas, docteur? Eh bien, moi, je dis, prouver ou pas, ça n'a pas d'importance. Il y a un peuple ivoirien qui a une pratique très concrète. C'est-à-dire que tu dis que tu es vierge, on t'envoie faire tu vas parler devant le fétiche, on va baisser l'eau. Ils ne vont pas aller faire un examen clinique pour savoir. Et pour eux, c'est tellement concret. On te dit, voilà, si tu penses que tu es vraiment vierge, ok, on va t'offrir, il faut jurer. Mais si tu as menti, tu vas mourir. Et là, beaucoup jurent et elles reviennent au village tranquille. Moi, je pense que ça, au moins, c'est concret. Mais aller faire un examen pour démontrer que oui ou non, tel ou tel n'est pas vierge, aujourd'hui, ça ne doit plus se faire. Parce que pas mal de bébés, quand même, naissent sans hymen. Ok. Docteur, ça, c'est pratiquement la dernière question. Est-ce que la réparation de l'hymen, je la pose au sexologue Jean-Paul Kwame, est-ce que la réparation de l'hymen améliore le rapport sexuel, la sensation du plaisir au niveau de l'homme? C'est psychologique, purement psychologique, ça n'a rien à voir. L'homme, c'est-à-dire que ça se passe plus dans la tête que dans le corps. Savoir que ma femme est vierge, d'abord, c'est une fierté. C'est une fierté de savoir qu'on n'a pas pris le restant de quelqu'un. Et puis, déjà dans la tête, on se dit, bon, elle n'est pas assez ouverte comme les autres. Donc, la sensation est plus psychologique, ça se passe plus dans la tête qu'en réalité. Voilà. Docteur, la même question. Oui, la même question. En fait, il faut dire que la réparation, la reconstitution de l'hymen qui s'appelle l'hyménoplastie, qui est pratiquée de façon chirurgicale, va peut-être reconstituer l'hymen. Mais dès qu'il y aura un rapport, l'hymen va se rompre. Voilà. Donc, comme il le dit, c'est plus psychologique. Voilà. Très bien. Nous voilà à la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le docteur Yolande Assemien, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Henriette Konon-Bédié de Blocos, et de Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Aujourd'hui, nous avons abordé deux thèmes. Nous avons achevé le thème sur le cancer du sein, du dépistage à la prise en charge. Et là, le deuxième sujet était l'hymen. Est-il le symbole de la virginité? Docteur, là, je vous donne l'occasion de donner votre dernier appel, des derniers renseignements concernant notre sujet. Je commence avec vous. D'accord, merci. En fait, je voulais dire comme dernier appel que les tests de virginité qui se pratiquent généralement dans les hôpitaux sont maintenant proscrits par l'OMS. On n'a plus le droit de devoir faire des tests de virginité parce que ce sont des tests qui n'ont pas de valeur scientifique ni clinique. C'est basé sur aucun fait clinique ni scientifique. Et donc, du coup, c'est humiliant, c'est dégradant et c'est parfois douloureux pour les patientes. Voilà. Très bien. Donc, de par ce fait-là, c'est comme si les droits il y avait une violation des droits
des patientes, des femmes et des filles. Donc, éviter de le faire. Donc, il faut éviter de le faire. Okay. Et ça, c'est recommandé par l'OMS. Ce sont les dernières consignes de l'OMS. Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien. Ah oui. Bon, je voudrais rebondir sur cette histoire qui a fait le tour. On est presque à la fin. Le tour du monde. Donc, on ne pourra pas forcément expliquer, mais un dernier Rapidement. conseil, voilà. D'accord. Je souhaite que mes parents qui considèrent l'hymen, qui considèrent l'écoulement du sang au premier rapport sexuel comme le symbole de la virginité, arrêtent de considérer cela. Parce que rien du tout, ça ne signifie rien du tout. Voilà, merci. Très bien. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous suivre tous les vendredis sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve le vendredi prochain avec d'autres spécialistes, avec un autre thème. Merci de rester fidèle à cette émission. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBCI.